Bonjour à toutes et à tous, heureux d'être avec vous à ce rendez-vous sur Canal 2 International. La rétro, c'est maintenant. En première partie de ce programme, nous allons revivre ensemble les sujets majeurs qui ont marqué la semaine écoulée au Cameroun. Eh bien, en deuxième partie, on parlera de la forêt d'Ebo, ce vaste espace boisé du Cameroun situé dans la région du littoral. Et pour faire ce tour de l'actualité, nous avons comme invité Victor Yetina. Eh bien, la rétro, c'est également l'invité. Et bien sûr, l'invité de ce programme, c'est bien sûr Victor Yetina. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de 3e degré du village d'Iba Songor 1. Oui. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter amplement votre village? Oui, enchanté. Merci de nous accorder un espace comme le vôtre pour pouvoir parler au peuple camerounais. Et comme vous l'avez souligné dans votre introduction, depuis un certain temps, on parle de la forêt des Bords et vraiment merci pour l'honneur que vous nous faites de nous accueillir sur votre plateau. D'Iba Songor 1, c'est un village qui fait partie du canton Luknanga. Nous sommes situés dans l'arrondissement de Yingui, c'est le département du Cam. Alors, je dirais que pour ceux qui aimeraient connaître cet espace, vraiment, nous nous trouvons sur des altitudes qui sont situées entre 700 et 1000 mètres d'altitude, avec une forêt dense, avec des rivières, nous avons des chutes et tout ça. Vraiment, sur le plan naturel, c'est un très bel espace. Exact. Je souhaite à tous de venir, quand bien même nous savons les contraintes que nous avons en ce moment pour accéder chez nous. Un joli espace avec pas mal de problèmes, quelques complications. Bien sûr, en termes d'infrastructure, pour y accéder, on a des problèmes. C'est touristique, on peut visiter. Oui, vraiment, voilà. Et nous ne sommes pas loin des Douala. C'est-à-dire que, bon, malheureusement, si on avait des routes, tout ça pour accéder beaucoup plus facilement, je pense que beaucoup prendraient les week-ends pour aller se ressourcer de ce côté-là. On en parlera amplement avec tous les problèmes autour de cette localité, de cette partie du Cameroun incroyable en tout cas. Eh bien, je vous propose de suivre cet élément, ce reportage qui a été réalisé par Elisabeth Ngoroum. Au cours de cette semaine, eh bien, c'est une actualité qui défraie la chronique, on va le dire ainsi. Donc, reportage signé par Elisabeth Ngoroum sur cette maman qui a mis au monde 9 enfants d'un coup. Suivons ce reportage. L'histoire des non-nuplés de IPD continue d'émouvoir sur les réseaux sociaux. Alors que certaines publications signalent la naissance de ces 9 bébés dans le district de santé de Mayemen, à Ngouti, dans le sud-ouest Cameroun, la Presbyterian Church in Cameroun dément. Nous affirmons clairement que ces enfants ne sont pas venus au monde au centre médical presbytérien de Mayemen. Des informations collectées font état de ce que des enfants âgés de 3 mois environ ont été aperçus à bord d'un véhicule sur la route venant du Nigeria et en partance pour Kumba. La dite voiture et ses occupants, constitués d'assistants médicaux, des parents et des enfants, s'est arrêtée à Mayemen pour une recréation. Une mise au point qui arrive au moment où la vidéo de l'escale de Madou Antonia Obianoudjou, de nationalité nigériane, et de ses 9 bébés à Mayemen est virale. D'autres sources signalent que les enfants seraient nés au Nigeria avant de rejoindre le Cameroun. Contacté, le père des enfants a promis de nous faire parvenir le carnet de l'hôpital qui confirme la naissance de ces non-nuplés dans un centre de santé. Mais jusqu'au moment où nous allions sous presse, nous n'avons rien reçu. La famille
séjourne désormais à Douala. Eh bien, un tel reportage, qu'est-ce que vous en dites? Oui, vraiment, c'est des nouvelles qui sortent de l'ordinaire. Il faut dire que moi-même, je l'ai lu sur les réseaux et il y a toujours un petit côté sceptique. Moi, je pense plutôt que je prie que ce soit plutôt une bonne nouvelle. Parce que déjà, avec le reportage, on a comme l'impression que derrière se cache quelque chose. Voilà, c'est un événement heureux. Et pour notre pays, je crois que ce serait une grâce qu'une femme puisse mettre du coup comme ça 9 enfants au monde et tous se portent bien apparemment parce qu'on voit sur la vidéo se portent très bien. C'est un heureux événement et je souhaite que quelque chose de mauvais ne vienne pas ternir donc cette bonne nouvelle. Qu'elle soit belle comme ça, là on souhaiterait qu'elle reste belle telle que nous l'avons. En tout cas, la question de la prise en charge, tout de même, l'accompagnement de l'État. Non. Là, l'accompagnement s'impose. Parce que 9 enfants d'un coup, il faut tout faire pour les amener. Je crois qu'on a vécu un cas similaire. Une dame malienne qui était dans un cas similaire, mais elle a dû faire, je crois, 14 bébés. 14 je peux me tromper. Mais elle a dû faire peut-être 14 bébés. Elle a été prise en charge au Maroc. Et je crois que tout s'est bien passé. Et au moment où nous parlons, elle a dû rentrer au Mali. Et la mère et les enfants se portent bien. Donc un cas comme ça, vraiment, c'est une bénédiction. Moi, je rejoins tous ceux qui veulent que l'État accompagne ce type d'études. Autant d'enfants pour peupler justement le village est beau, hein, la forêt est beau, hein. On en veut, on est demandeurs. D'accord. Eh bien, je vais vous proposer de suivre un autre élément, un autre reportage, cette fois-ci sur, c'était toujours un reportage qui a marqué la semaine, une actualité qui intéresse les uns et les autres. Ça porte bien sûr sur les inondations dans la ville de Douala. C'est un véritable problème. Vous le verrez dans cet élément, signé une fois de plus par Elisabeth Ngoum, cette fois-ci avec Henri Tinda. Carrefour BP Cité dans les eaux, après 10 minutes de pluie. Des mototaxis mènent en spectateurs suite à l'inondation qui a bloqué la circulation cet après-midi. Un calvaire devenu inévitable dans cette zone. Quand il pleut ici là, à la BP Cité, à la saison pluvieuse, c'est comme ça l'inondation aussi là. Personne ne bouge, la voiture ne passe pas, la moto ne passe pas. On supporte, on reste là parce que quand la voiture vient là-bas, on bouscule nos tables. Ça peut verser le marchandise par terre. Une pluie express qui a également affecté les commerçants installés le long du tronçon Carrefour Agip BP Cité. Pour ces derniers, les travaux de réhabilitation effectués sur cette route n'ont pas respecté les normes de construction. Les gens qui viennent faire les travaux aussi, ils font bien le travail. Comme j'ai mangé l'argent au gouvernement, mais ça dont j'étais en haut, c'est qu'ils sont montés ça en haut, comme au niveau du marché là. C'est qu'il y a un problème aussi. Et il y a 2 galettes en bas qui bloquent, que le carnivore n'est pas plus fort. Ça bloque l'eau usée qui passe là-bas. Ça, tu vois, le carnivore là remplit plus qu'ici. Parce que le carnivore aussi est plus fort plus que là-bas. Une situation prévisible qui davantage inquiète les riverains, surtout en cette veille de rentrée scolaire. Dans la ville de Douala, tout de même, il y a quand même des drains. Ça a été fait par le maire de la ville, Roger Bassadinet. Il y a des travaux qui s'observent à ce niveau, mais il y a toujours des quartiers qui arrivent à être inondés après la pluie. Ce que vous avez vu tout à l'heure, 10 minutes de pluie et BP Cité est dans l'eau, comme on le dit. Ouais. Il faut dire, personnellement, hier, puisque je suis un natif du quartier Mbopi, ancien abattoir. Et hier, j'étais donc à la veillée des deuils et on a été surpris par une forte pluie. Moi, habitant la zone Bassa, j'avais peur en rentrant que justement le même endroit s'est inondé. Il faut dire que, bon, un gros effort a été fait
au niveau des drains. Et moi, ma crainte, c'est que ces drains ne soient pas entretenus. Parce que tôt ou tard, ils vont être bouchés. Donc, je crois qu'il faut mettre sur pied un plan de curage de ces drains de telle sorte que, de manière périodique, 6 mois, voire 1 an, que ces drains soient bien nettoyés. Parce qu'on regarde comme ça, si rien n'est fait d'ici quelques années, moi j'ai un exemple, j'ai longtemps vécu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on a un grand drain, mais qui s'est ensablé, c'est incroyable. C'est-à-dire que nos drains sont même très petits par rapport à ces drains-là. Parce qu'on avait laissé, finalement, c'est devenu un gros problème. C'est-à-dire que ce qu'on va vouloir faire plus tard pour pouvoir donc déboucher ces drains va coûter beaucoup plus cher. Alors que si, dans un premier temps, de manière périodique, la communauté urbaine de Douala doit prendre sur elle de curer ces drains de manière périodique. Là, c'est la responsabilité de la mairie de la ville, peut-être aussi les habitants, les occupants, la population devraient songer un tout petit peu à beaucoup plus de responsabilité également, ne serait-ce que éviter de déverser dans les drains, de boucher les drains avec des déchets plastiques ou autres déchets. Oui, là nous rentrons dans le cadre de l'éducation des populations. C'est difficile, on le voit tous les jours. Les gens, dès qu'il pleut, soit on déverse tout dans les drains, dans les caniveaux. Il y a même certaines toilettes, des bouches qui sont carrément connectées, où on ouvre et puis bon, ça se déverse. Ça, c'est vraiment le volet hygiène qu'on doit pouvoir apporter donc, en termes d'éducation aux populations de la ville de Douala. De savoir que le morceau de papier que tu jettes dans le drain demain peut être source d'inondation de ta propre maison. Donc vraiment, ce volet, je suis d'accord avec vous qu'il faut en tenir compte. La population doit être éduquée à ne pas déverser les ordures dans les caniveaux. Parce que vous versez dans votre caniveau, ça atterrit au drain, après c'est saturé, et demain, quand il pleut, il y a inondation, on va se plaindre, on va pointer du doigt à la communauté urbaine de Douala, qui, comme vous venez de le souligner, fait un effort qui est déjà ces drains, parce que vraiment, ça a soulagé beaucoup de quartiers à Douala. Exactement. Et il y en a encore d'autres. Monsieur le maire, vous avez mes encouragements, vraiment, mais je vous prie de faire encore beaucoup plus. D'accord, mais sinon, cette phase de sensibilisation, qui est quand même une question assez importante, vous êtes également, on va dire comme ça, une autorité traditionnelle, donc du coup, vous avez également à votre niveau cette responsabilité de discuter sur cet aspect d'éducation avec votre communauté. Il vous arrive, vous, en tant que chef, en tant que majesté, d'échanger sur ce type de préoccupation autour de vous, avec votre communauté? Autour de moi, ça s'est fait. Parce que vous savez qu'on vient d'avoir un problème de ramassage d'ordures. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Isakam est resté, il y avait une grève, quelque chose comme ça. On avait un problème de ramassage d'ordures. Et déjà, on voyait des gens, effectivement, qui allaient déverser les ordures dans les drains. Et moi, j'ai eu à arrêter 2 dames qu'on fait arrêter. C'est trop dur, mais elles ont demandé de ne pas faire ça. De chercher des sacs plastiques plus grands, de stocker ces ordures et que tôt ou tard, la grève sera levée. Comme ça, on pourra enlever ces ordures. Bon, pour elle, c'est tellement facile de les déverser. Donc, chacun à son niveau. Chacun à son niveau peut apporter. Déjà, vous, en tant que responsable de famille, vous devez aux enfants de ne pas aller déverser les ordures dans comment on appelle, dans les caniveaux. Les rigoles et tout ça. Et voilà, au quartier, on a donc, dans Douala, on a les chefs de quartier, on a les chefs de bloc. À ce niveau-là, chacun doit pouvoir jouer sa partition pour que ces genres de situations n'arrivent pas. Exact. Alors je vous propose cette fois-ci de suivre un autre élément, cette fois-ci réalisé par notre correspondant dans le Mungo, Deva Rionda. Il est accompagné de Luciano Djanko. Ils ont réalisé un reportage sur l'état de la route dans la localité de Loum. Mais le même problème se pose un peu partout au Cameroun, vous le verrez en tout cas, et nous en reparlerons. Ok. Couvert à même le sol par des cartons, ce papa, la cinquantaine environ, a rendu l'âme par accident. Selon les témoignages, il aurait été bousculé par un mototaximène de la ville de Loum qui esquivait les nids de poules sur la route. Si la route était bonne, c'est que le benzineur devait monter de son côté et ça ne l'est pas arrivé. Il y a souvent des situations qui arrivent là, nous sommes obligés de porter les malades sur le dos pour traverser et déposer à l'hôpital. Cet arrondissement, entré dans le registre administratif en 1955 dans le département du Mungo, souffre à cause de son réseau routier. Et les populations s'en prennent à l'exécutif communal. C'est comme ça dans toute la ville de Loum. Nous, on passe partout, on rencontre les mêmes difficultés. N'allons pas, mais alors, sur la route des plantations, alors c'est encore grave. Moi, je suis tombé devant le dépôt 2 fois.
2 fois glissé, tombé. Donc nous souffrons beaucoup ici. Et le maire voit tout ça. Et en plus, le maire il passe sur cette route. Et là, je suis vraiment fatiguée. Mieux d'aller vivre à Douala que Loum. Rencontré, le chef de l'exécutif communal est bien conscient de la situation. Mais la lenteur dans la réalisation de certains projets ne dépend pas entièrement de lui, nous a-t-il fait savoir. Il est normal que ça soit dans cet état parce que nous sommes en pleine saison de pluie. Mais les moyens qui sont mis à notre disposition sont quasiment nuls pour l'entretien d'une ville. Si une ville comme Loum a 80 millions de francs de recettes propres par an, vous croyez que qu'est-ce qu'on peut faire avec? Nous demandons la décentralisation. Notons que l'arrondissement de Loum a une superficie de près de 450 km² avec une grande population qui souffre du fait de ses routes dégradées. Alors, on a écouté ensemble le maire de la ville de Loum. Il dit que voilà, ils ont 80 millions de recettes par an, montant hyper insuffisant pour, n'est-ce pas, contribuer ne serait-ce qu'à l'aménagement des routes dans sa circonscription. Eh bien, on a vu également une habitante de cette localité qui dit qu'elle préfère aller vivre à Douala en espérant. Eh bien, déjà, comment est-ce qu'on arrive à comprendre qu'à l'heure actuelle, on a encore les problèmes de route au Cameroun, qu'on a même des mairies qui n'ont pas de moyens pour pouvoir soutenir leur population, ou sa population, ou leur population exactement? Bon, moi je prends le problème par l'autre bout, parce que tout à l'heure, en suivant le maire, il a dit que vivement la décentralisation, je crois que c'est l'une des solutions, c'est-à-dire que la décentralisation va donc apporter plus de moyens à ces collectivités territoriales décentralisées pour pouvoir mettre en œuvre le plan, remplir leurs devoirs sur tous les plans, et notamment ici dans l'amélioration de la voirie urbaine. Parce que n'oublions pas, Loum c'est quand même une ville, c'est vrai que ce n'est pas la même catégorie que Douala, et c'est vraiment déplorable, c'est regrettable d'avoir ce type de situation. Moi j'ai vu, quand je passe à Loum, nous utilisons l'axe central, on ne connaît pas les différents embâchements, et quand on voit ces images-là, c'est difficile. Vraiment c'est difficile, et le maire, il est bien placé, et je m'en tiens à ce qu'il a dit. Pour lui, avec la décentralisation, les choses vont s'améliorer, parce que je ne vois pas, en ce moment, on va toujours dire l'État a des problèmes. Comment on pourra mettre sur pied un budget pour essayer d'assainir toute cette situation. Donc, monsieur, pour ce qu'il a dit, je suis d'accord. Il y a la décentralisation est là, mais c'est peut-être le processus qui les gens trouvent un peu lent. À chaque fois, voilà. Les maires se défendent avec cette question de décentralisation qui n'est pas effective au Cameroun, et que de notre côté, on se pose bien la question, pourquoi cela n'est pas effectif? Ce n'est pas effectif en fait, parce que les maires souhaiteraient avoir, on parle de 15%, c'est ce montant très souvent là, les maires aimeraient avoir ce montant-là pour travailler. Au même moment, on attend cela du gouvernement ou de l'État du Cameroun, peut-être du chef de l'État, mais rien n'est fait. Pourquoi, selon vous? Pourquoi tout ça tarde encore? Oui, il y a ce qu'on appelle le transfert des compétences. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai, les textes de loi sont votés, la décentralisation est en marche, mais nous nous situons à quel niveau? Il faut dire que nous-mêmes, au niveau du commandement traditionnel, nous sommes représentés dans les différents conseils régionaux. Et ceux qui nous représentent reviennent vers nous. Je tiens donc à saluer ici mon ami et grand frère, Sa Majesté Dominique Kondji, qui donc représente un peu la chefferie au niveau de l'arrondissement de Yingui, au conseil régional du littoral. Et il nous tient beaucoup informés de l'évolution des choses. C'est-à-dire que ça s'est fait, c'est lent. C'est lent, c'est difficile, ce n'est pas palpable comme ça. Là. Donc c'est ce transfert des compétences qu'il faut en quelque sorte accélérer pour qu'on en arrive au point où demain après-demain, les gens ne vont pas se plaindre de ce que nous venons de voir tout à l'heure. Il y a beaucoup de morts sur nos routes. Oui, bien sûr, il va de soi. Il va de soi que si les routes ne sont pas bonnes, ça peut entraîner des accidents, donc parfois mortels, naturellement. Et vous aussi, à Douala, il y en a. Le problème n'est pas seulement à Loum, je le disais tantôt, dans la ville de Douala également. On arrive à faire face à ces routes hyper dégradées.
eh bien, est-ce que ça nous amène à s'interroger également, à nous interroger sur notre manière de nous conduire sur la route. La route est gâtée, mais lorsqu'on est conducteur, lorsqu'on est véhiculé, est-ce qu'on ne devrait pas prendre conscience du fait que la route est dans un mauvais état? Du coup, il faudrait au moins savoir comment s'y tenir. Non, je crois qu'en termes de droit, nous avons le droit d'avoir des bonnes routes. Nous avons ces droits-là. Ça n'essaie pas de justifier le fait. L'État doit nous donner des bonnes routes. Oui, voilà, donc voilà. À Douala ici, quand nous voyons un peu la situation, vous savez qu'il pleut beaucoup, la pluviométrie, même qu'elle a baissé. Nous sommes natifs de Douala. Je suis né à Douala. Donc, quand nous étions plus petits, il pleuvait encore beaucoup plus que maintenant. Et les infrastructures que nous avons, je ne sais pas, je ne suis pas technicien, mais elles se dégradent à une vitesse incroyable. Toutes les routes qu'on resurface, pourvu qu'on ait les premières pluies, tout part. Donc, je crois qu'on est en train de trouver une solution avec les pavés. Je pense que c'est ce qui convient un peu à la ville de Douala. Oui, et je veux que les chantiers, on les fait à moins de 2-3 semaines. Il y a des chantiers qui sont faits sur des linéaires vraiment importants. De Coty, oui, tout de suite. Voilà. Tout de suite. Donc, nous qui sommes les habitants de la zone du bassin, voyons un peu l'amélioration quand on essaie de retoucher quelques compartiments avec des pavés. Donc, c'est une solution. Je ne sais pas si elle est plus chère que de mettre du bitume. Bon, les techniciens peuvent se prononcer là-dessus, mais de manière évidente quand même, c'est comment on appelle... C'est la solution qui nous arrange, nous, ici à Douala, d'avoir les pavés, oui. Et lorsqu'on va parler des pavés, on va voir également même l'ingéniosité africaine, parce qu'il y a des Camerounais qui arrivent justement à fabriquer, à concevoir des pavés à partir des déchets, des ordures. Voilà, en plus, ça dit que non seulement on aura des routes qui vont tenir longtemps, des routes durables, mais en même temps, ça va créer de l'emploi en utilisant, donc, en exploitant l'ingéniosité qu'on venait de dire de nos enfants, de nos frères qui se battent pour créer ce type de matériaux. Mais sinon, vous, dans votre village, on a ces problèmes de route là? Déjà, est-ce qu'il y a la route? Il y a la route, voilà. Est-ce qu'il y a la route? Il y a des pistes. Il y a des pistes, il n'y a pas de route. Mais il n'y a pas de risque qu'on parle de désenclavement. Voilà, en fait, c'est ça le problème. Je crois qu'on va arriver à ça. Oui, c'est que nous sommes dans un espace où déjà c'est la priorité des priorités. En plus, on est plus piéton que de dire qu'on peut utiliser moyen ou moteur autre que ça. Voilà. En tout cas, on parlera amplement tout à l'heure en deuxième partie de ce programme de votre village, de toute cette grande communauté que nous saluons par ailleurs et dont vous êtes aujourd'hui ici pour essayer, n'est-ce pas, de défendre votre opinion, de défendre votre position, de défendre, mais également d'inviter les uns et les autres à comprendre que c'est une terre qui vous appartient. C'est ça. Oui, c'est ça. Nous sommes, comme on dit, la communauté banène. Et les banènes, on les retrouve dans 2 régions. C'est-à-dire nous sommes dans le centre, à travers donc l'arrondissement de Dikinimeki et de Nituku. Ça, c'est dans le Bas-Ménoubou, département du Bas-Ménoubou. Et de ce côté, nous sommes beaucoup plus représentés dans l'arrondissement de Yingui. C'est vrai qu'on trouve les banènes partout. Tout à l'heure, on parlait de Loum. Moi, quand j'étais petit, je pensais que Loum, Pendja, Mombo faisait partie des villages banènes. Bon, ça dépend, c'est l'histoire dont on va parler tout à l'heure. Pour dire que parce que, bon, on a connu un certain nombre de problèmes, nos parents se sont déportés là-bas. Moi, quand j'ai grandi, tout ce qu'on consommait comme vivrier venait du Mungo. Parce que nos parents, vu la situation, de ce qu'on va parler là, se sont retrouvés là-bas. Donc c'est comme ça. Okay. Alors cette fois-ci, il y a quand même aussi une actualité qui a marqué la semaine et qui a d'ailleurs marqué le Cameroun, c'est bien sûr la rétrocession de Bakassi. Je vous propose donc de suivre cet élément signé d'Inès Daniel Ondobal. Ces images ont été tournées dans la presqu'île de Bakassi il y a quelques heures seulement. Voici un visage de Bakassi 15 ans après sa rétrocession définitive au Cameroun. Cette localité du département du Ndiane, dans la région du sud-ouest, s'étend sur une superficie de 1000 km² avec une population de plus de 75 000 habitants. Ici, Camerounais et Nigérians cohabitent pacifiquement. La pêche et le petit commerce constituent les principales activités dans cette zone riche en ressources pétrolières et halieutiques. Cette partie du Cameroun est exposée à la piraterie maritime, un phénomène contre lequel luttent quotidiennement les forces de défense et de sécurité, notamment le bataillon d'intervention rapide Delta,
engagés à traquer, ici jusqu'au dernier retranchement, les pirates. Entre 2008 et 2023, plusieurs projets de développement ont vu le jour à Bakassi, à Isangele, Kombo Abedimo, Kombo Itindi, Idiabato et Bamousso, des écoles, des centres de santé, des édifices publics et des routes ont été construites, notamment l'axe Mundemba Isangele Akwa, en passant par Idi Banyanga, le village des pêcheurs, les logements pour les agents de l'État, les infrastructures de télécommunications et quelques points d'approvisionnement en eau potable ont été réalisés. Very appreciative to government for what is presently going on, because now you can see for yourself we have the light, which we are very sure to maintain it. I'm grateful by receiving this light. Light is paramount to this country, because you know when there is light, darkness will disappear. La situation géographique de la presqu'île de Bakassi ne présente pas que des avantages. L'on enregistre des contraintes, des risques d'inondation et le phénomène de l'érosion qui prennent de l'ampleur, surtout dans la localité d'Idiabato. Il y a donc urgence à prendre des mesures pour réduire les risques d'érosion dans la presqu'île de Bakassi. Le problème d'approvisionnement en énergie électrique se pose avec acuité. Ces préoccupations sont deux grains de chapelet de doléances des populations de Bakassi dans la région du sud-ouest du Cameroun. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ce 15e anniversaire du transfert de l'autorité de la presqu'île de Bakassi au Cameroun? Bon, avec le temps, je crois que les gens ont commencé à oublier un tout petit peu. Mais quand c'est arrivé, c'était fêté comme une victoire de notre équipe nationale, les Lions d'Ontable. Très fier. Moi, je n'étais pas au Cameroun, j'étais hors du Cameroun. Et on a été vraiment très contents. On a vraiment fêté ça. Et maintenant, tel que ça se passe avec le temps, bon, on le lit dans les journaux, on voit à la télé et tout ça, mais ça n'a plus cet effet comme quand ça venait de se passer. Mais c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté que le gouvernement de la République ait pu arriver à ce point à cette réalisation, pouvoir donc reprendre ce qui nous revenait. Nous sommes dans le domaine des terres encore, parce qu'on va rejoindre le même thème quand on va parler de la zone des bords. Donc vous voyez que le gouvernement camerounais s'est battu pour récupérer les terres de la nation. C'est vraiment un événement qui nous a rendus très fiers. D'accord. Voilà. C'était le 14 août 2008. Voilà. Vous dites que c'était une énorme fierté, oui, fierté, comme une victoire des Lions indomptables, oui, en tout oui. cas. Mais aujourd'hui, vous dites également que cette victoire, avec le temps, voilà, les gens ont tendance à oublier. Pourtant, ça s'étiole, etc. Oui, un peu, oui. Eh bien, l'un des problèmes qu'on observe aujourd'hui, dont les sociologues en parlent, les politologues également, bref, ce qu'on peut dire, sans être même un expert, on a l'impression que Bakassi est abandonné, en fait, que le Cameroun a eu ce cadeau, mais a du mal à mieux l'exploiter. Oui, donc je ne sais pas la situation sur le terrain, mais donc si on se fie effectivement à ce que les gens disent, Bakassi n'est pas loin des reportages qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire à Loum. Malheureusement, c'est le lot quotidien de toutes les localités du Cameroun. Donc ça veut dire que quelque part, il y a des gros efforts à faire. Il y a des gros efforts à faire parce que, surtout là, c'est une zone frontalière. Et nous avons un voisin qui a une démographie plus importante. Et vous savez, donc, on doit pouvoir tout faire pour que donc, la souveraineté du Cameroun soit affirmée au jour le jour sur cet espace et que vraiment qu'on apporte du mieux qu'on peut le bien-être à ces populations-là, qu'elles se sentent solidaires, que la nation ne les a pas abandonnées, comme ce que les gens ont tendance à dire. Non, l'État ne les a pas abandonnés, je le crois fortement, mais je crois que c'est un problème de moyens. Et c'est donc à ce niveau qu'il faut que l'administration camerounaise se batte, que Bakassi ne soit pas une victoire avec un arrière-goût amer. Voilà.
eu des sacrifices quand même, parce que c'est vraiment pas des victoires, mais on oublie qu'il y a eu des confrontations armées sur le terrain, et que pas mal de gens connaissent, hein, chez nous, des jeunes de chez nous, des jeunes Banettes qui sont morts dans cette guerre. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits. De l'autre côté, l'administration a bien géré sur le plan juridique pour avoir la rétrocession. Vraiment, il faut faire des efforts pour que... Vous savez que le président Paul Biya a reçu le prix du grand homme sage, en fait. Mais oui, oui, c'est vrai, affaire. Tout à l'heure, j'ai parlé de confrontation, mais c'est un conflit pratiquement, on peut dire, qui a été géré de manière pacifique. C'est-à-dire que donc, le coût humain n'a pas été aussi important que ce que nous voyons un peu partout. Et ça nous amène donc l'intelligence qui a été utilisée pour qu'on atteigne ces résultats, qu'on utilise la même intelligence pour que nos populations à Bakassi se sentent bien. Voilà, surtout qu'on observe, au regard de pas mal de documentation, que les populations dans cette partie du Cameroun se sentent mieux dans une sorte de belle collaboration avec le Nigeria, même déjà la langue, on parle beaucoup plus l'anglais, donc on se sent plus proche là-bas, mais comme vous dites, il faudrait... Oui, il faut tout faire. C'est vrai que Bakassi a le lot quotidien de toutes les villes frontalières. Il n'y a pas que Cameroun et Nigeria. Quand vous voyagez beaucoup. Bon, moi, j'ai eu cette chance. Les villes frontalières sont un peu des villes hybrides, hein, où on trouve les populations des deux côtés de la frontière. Et donc, ce n'est pas Bakassi ne sort pas du lot. Sauf que, comme j'ai dit, le danger, c'est que le voisin, lui, il a une démographie. Voilà. Exactement. Donc, à ce niveau-là, il faudrait donc avoir des outils de souveraineté qui font que quand on arrive sur place, on sait qu'on est en terre camerounaise. Voilà, ça ne doit même pas poser. Et ceux qui viennent de l'autre côté du Nigeria, se retrouvant chez nous au Cameroun, doivent pouvoir faire la comparaison avec ce qu'ils ont de l'autre côté pour se dire que, bon, ici, ça se passe mieux. Voilà ce qu'on doit pouvoir faire pour rendre la vie beaucoup plus aisée à nos frères qui vivent là-bas. On va quitter Bakassi cette fois-ci pour parler du football. Vous aimez bien le football? Bien sûr, bien sûr. J'en ai joué un tout petit peu. À l'époque, vous savez, avant, nous avons été la génération précurseur des brasseries du Cameroun, l'école des brasseries du Cameroun. À l'époque, nous, on appelait ça le Mongo Football. On a joué, et chez nous, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand on jouait l'apothéose, c'est d'aller fouler le sol du stade Mbappé qu'on appelle Aquapalace, Stade Aqua. À l'époque, c'était le Stade Aqua. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'on jouait les finales. Et donc, il y avait les équipes top, c'est-à-dire top orange, top... Ah oui, c'est qu'aujourd'hui on appelle la coupe top, là. Oui. Et bon, on appelle ça le Mongo Football. Mongo Football. C'est après que ça a été structuré. Maintenant, c'est devenu vraiment... Après, on a vu l'école des brasseries. Nous aussi, on aurait pu jouer dans l'école des brasseries. Vous auriez été footballeur? Oui, pourquoi pas. Bon, à l'époque, le football n'avait pas l'attrait qu'il a aujourd'hui avec le côté financier et tout. Donc, on ne pouvait pas sacrifier ses études pour le football. Non, c'est pas possible. Mais vraiment, quand on aime quelque chose, on pratique ces sports parce qu'on l'aimait vraiment beaucoup. Et puis l'actualité de la FECAFOOT. Donc je vous propose cette fois-ci de suivre un élément autour de la FECAFOOT, autour de son président, Samuel Eto'o-Fils, et de tout ce qu'il y a comme problème à l'heure actuelle, polémique, etc. C'est un reportage réalisé par Mirabeau Mao. Après les décisions du tribunal arbitral du sport sur les recours introduits par certains acteurs du football camerounais, l'heure est au constat des différentes sentences. La FECAFOOT se doit de respecter les décisions qui ont été prises par le TAS et qu'elle est garante de la bonne gestion du football camerounais et de la bonne marche de ses activités. La bande Aguibaï Gatama ne peut pas avouer qu'elle a eu un échec parce que cette bande ne partait pas au TAS pour résoudre que l'affaire concernant l'annulation des décisions qui avaient été prises à l'Assemblée générale. Mais il était aussi question de la vacance à la présidence de la FECAFOOT. Une sentence qui n'arrange pas grand monde, puisque pour certains, c'est un retour à la case départ. Vous avez dû le constater, depuis que cette décision a été communiquée, les interprétations sont diverses. Non pas que la décision en elle-même ne soit pas claire, mais surtout parce que les différents acteurs, qu'ils soient juristes ou pas, interprètent selon qu'ils soient pro ou au contraire. Donc, cela sème un désordre
encore plus grand. La promesse du président de la Fédération camerounaise de football de sortir le football des tribunaux n'a visiblement pas été écoutée par tous. On se rend aussi compte que la réconciliation qui avait bien commencé avec un accord avec l'AG de 2009 aujourd'hui trébuche, ou alors on est entré dans une crise encore plus profonde. Donc, ce qu'on pourra conseiller à l'exécutif de la FECAFOOT, c'est de ne pas se braquer, c'est de remettre la réconciliation des acteurs du foot au centre du jeu. Les différents acteurs qui ont obtenu gain de cause grâce au tribunal arbitral du sport ont en principe retrouvé leur portefeuille ce 16 août 2023. Eh bien, depuis que le président Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, est à la tête de la FECAFOOT, il y a tout de même des améliorations. Et améliorations, on a également des critiques. Est-ce que c'est parce que c'est Samuel Eto'o qui a autant de critiques? Oui, je crois que c'est la personne beaucoup plus qu'on regarde que, comment on appelle, oui, le travail, non pas ça le travail, mais la responsabilité qu'il a. Exactement. Il est président de la Fédération camerounaise de football. Mais je crois que c'est un être humain. À part Samuel Eto'o actuellement porte un deuil, je crois bien. Qu'il a perdu son père. Exact. Voilà, donc nous les Africains, parce que nous sommes de la tradition, hein, ça dit qu'à un certain niveau, il y a certaines choses qu'il faut éviter de faire. On n'a pas besoin d'aider aux gens. Bon, quelqu'un dira qu'il a envoyé d'être président de la Fédération. Non, non, non. Nous avons des enfants qui sont déifiés. Samuel Eto'o est déifié à l'extérieur, parce que moi, j'en sais quelque chose. Mais ici, on prend plaisir à le piétiner. Je ne connais, je vous dis, je ne veux pas rentrer dans les méandres de ce qui se passe actuellement, parce que arrivé à un moment, on ne suit plus exactement ce qui se passe. Comprenez, le football se joue sur le terrain. Le football camerounais maintenant se joue plus devant les tribunaux, sur d'autres instances, sur les réseaux sociaux. Et on est surpris d'avoir les résultats que nous avons. Où la Namibie fait de nous ce qu'elle veut, voilà qu'on atteint une échéance. Est-ce qu'on ira encore, on tremble, le Cameroun tremble pour être qualifié à une CAN? Vous vous rendez compte? Parce qu'on a déplacé le problème. Effectivement, vous l'avez dit, il y a eu des améliorations. Dès que Samuel Eto'o on a vu, c'était palpable. Le football féminin est relancé, on a vu pas mal de choses. Mais les pesanteurs de tout ce qui tourne autour du football font que les crocs en jambes et tout ça, je ne suis pas en train de supporter, parce que je ne pourrais pas étayer avec des arguments pour dire qu'effectivement, que voilà ce qu'il fait. Mais nous autres, nous sommes là comme spectateurs, nous voyons ce qui se passe sur le terrain et vraiment, nous sommes contents de ce qui s'est passé jusqu'ici. Voilà. Et encore, comme pour ne pas dire que, bon, Samuel Eto'o, il y a le Samuel Eto'o, président de la Fédération, il y a le Samuel Eto'o, un être humain, qui a un père, qui a eu un père, qui a une mère, qui a une mère, qui a des enfants, un père de famille et tout. Je veux dire que c'est ça le problème des réseaux. Quand on s'attaque à quelqu'un, il faut penser quand même que derrière la personne, il y a une famille, il y a tout ça. Vous voyez, le football camerounais doit redevenir ce qu'il était, c'est-à-dire compétitif sur le terrain. Selon son slogan d'ailleurs, redonner au football toute sa grandeur. Mais là, on a l'impression, c'est vrai, on a l'impression qu'il y a véritablement cette grandeur qui arrive, mais il y a beaucoup de bassesse, de petitesse autour des esprits qui, sans doute, vont empêcher qu'il y ait cette grandeur-là. Oui, mais attendez, c'est comme si on vous disait de courir 100 mètres, on vous mettait un boulet de, je sais pas, de 10 kilos sur le pied, vous allez arriver comment? Vous allez arriver comment? Tout ce qui se plaigne aujourd'hui, quand le peu que je vois, c'est lié à des problèmes d'argent. Mais pourquoi on en parle? Il faut bien créer cet argent. Cela veut dire donc que c'est ce qui a été mis sur pied qui a donc engendré cet afflux d'argent dans notre mouvement sportif, pour ne pas parler du football en particulier. Et voilà que ça crée donc des problèmes tout autour, sans oublier donc le problème des personnes. C'est-à-dire qu'on peut arranger tous les problèmes, mais les problèmes des personnes sont les plus compliqués à arranger. Malheureusement, la FECAFOOT en souffre. Nous, les Camerounais, tout ce que nous demandons, d'être qualifiés pour à la CAN en Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre premier... C'est-à-dire que dans un premier temps, vraiment, laissez-nous tout ce qui tourne autour, laissez Samuel Eto'o mener sa barque. Il a été élu, le mandat va arriver à terme, et on va apprécier à terme s'il a fait du bon travail ou pas, et on va procéder à une nouvelle élection.
Voilà, donc, de toute façon, les matchs des Lions indomptables peuvent être suivis sur Canal 2 International, tout comme la Coupe du Monde des femmes qui se joue en ce moment. Vous savez très bien, sur Canal 2, vous avez l'opportunité de regarder ce mondial-là. Bien sûr, bien sûr. Et je tiens à féliciter parce que vous savez que bon, la majorité des Camerounais sont branchés sur certaines chaînes. Et ça, je pense que vous n'avez pas fait suffisamment de communication là-dessus. Hein. Par rapport à la retransmission, il faudrait que vous le fassiez. Ça, c'est un événement qui est suivi. Aujourd'hui, la Coupe du Monde féminine, c'est autant que la Coupe du Monde masculine. Oui, les gens sont vraiment friands du football fait par les jeunes dames. Et on voit ce qui se passe et on est content, technique, l'évolution et tout, pour nous qui avons aussi tâté un peu au football. Et merci donc à Canal 2 qui va nous permettre de vivre la finale. Voilà. Finale, demi-finale. En tout cas, c'est Canal 2 qui donne cette opportunité-là. Non, on tient à vous remercier pour ça. On voit que vous, en plus de ça aussi, vous faites des retransmissions de certaines rencontres des championnats internationaux et étrangers qui intéressent les Camerounais. Voilà. Bravo pour cet effort-là. Et Canal 2 accompagne également le championnat camerounais. On a des émissions et des programmes pour cela. Donc vraiment, on est pour le sport au Cameroun. Cette fois-ci, on va aborder un sujet qui vous concerne directement, qui concerne également toute votre communauté et qui également fait partie de l'actualité camerounaise. Et donc, on va suivre ensemble cet élément qui va essayer de planter le décor en quelque sorte. Et on reviendra pour parler amplement de ce qui vous concerne exactement, mais concerne également les Camerounais. Les populations des cantons Lonyanga, Inubu Sud et Ndorbiakat, du département d'Unkam, arrondissement de Yingui, de la forêt d'Ebo sont de retour sur la terre. C'est la teneur du décret présidentiel signé le 27 avril 2023 par le Premier ministre chef du gouvernement. En son article 4, le décret définit le mécanisme de retour de ces populations sur leur terre natale. L'histoire remonte pendant les guerres de la colonisation, qui va pousser les enfants de la forêt d'Ebo à fuir leur terre. En 1960, l'État va déguerpir 15 000 âmes pour assurer la pacification d'une zone troublée par la guerre civile menée par les maquis et les colons, tout en promettant un retour au calme sur leur terre. Plusieurs années après, la forêt d'Ebo va se transformer en terrain de convoitise. C'est ainsi qu'en 2006, cette convoitise va se matérialiser par la transformation de la forêt d'Ebo en un parc national. Le 4 février 2020, un appel portant création d'une unité de production dans la forêt d'Ebo sera signé par le gouvernement, ce qui va créer des mouvements au sein de la communauté Baneng qui va se mobiliser pour retrouver leurs terres de plus en plus exploitées. Après plusieurs plaidoyers menés afin de pouvoir bénéficier d'un retour sur leur terre d'origine, le chef de l'État, via un décret du 27 avril 2023, va répondre favorablement aux cris de ces populations de la forêt d'Ebo. Parce qu'il s'agit de repartir chez nous. Là où sont enfouis certaines de nos nombrils, là où sont enfouis l'ensemble des pratiques de nos grands-parents qui nous permettaient de continuer avec la nature. Conscients de cette décision du président de la République, elles se sont retrouvées le 17 juin 2023 à Douala, au lieu du PK11, pour dire merci au chef de l'État. Nous sommes ici réunis pour dire merci à son Excellence Paul Biya. Suite au double message que nous avons reçu du chef, du préfet du département de Nkam et celui de la Sanaga maritime. L'acte de remerciement a été rendu public en présence de toutes les communautés concernées et autres communautés curieuses venues saluer ce décret présidentiel. Alors, quel commentaire vous faites après ce reportage? Bon, c'est désolant, vraiment. Bon, pour ceux qui voient les images, mais pour nous autres qui savons ce qui se passe, vraiment c'est désolant. On a organisé une manifestation soi-disant pour remercier le chef de l'État d'avoir permis aux Banens de rentrer chez eux. Nous nous plaignons du fait qu'on a été victime d'une situation en 63 et on demande l'accompagnement de l'État, comme tous les autres Camerounais, hein, parce que tout le monde a droit à l'accompagnement de l'administration de notre pays. Et que les gens instrumentalisent comme ça le nom du président de la République, ça aussi il faut faire très attention, c'est pas normal. Bon,
de quoi s'agit-il? En fait, le jeudi 25 mai 2023, nous avons été convoqués à Yabassi par le préfet d'une CAM. Et ce qu'il nous dit, c'est que c'est une réunion purement d'information. L'information, on attendait. Quelle était l'information? Le président de la République aurait été saisi par une association qu'on appelle Comité de développement de la forêt des Bords, dont le président est le député, vous avez vu tout à l'heure en image, et que le président de la République a accédé à cette demande, à cette doléance, parce que ce sont les termes, je veux utiliser les termes que le préfet a utilisés, donc à cette doléance de permettre aux Banens de rentrer chez nous. C'est une incongruité. Parce qu'on n'a pas, moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne une permission pour aller chez moi, déjà, ça c'est clair. Donc, pour que les Banens rentrent chez eux. Ça, vraiment, c'est comme un montage qu'on fait pour ceux qui ne comprennent pas grand-chose. Techniquement, ça signifie quoi, en fait? Quand vous dites que c'est une incongruité, ça c'est une incongruité quoi? Parce que le président de la République n'a permis à personne de rentrer. C'est faux. Puisque au cours de cette réunion, on nous a montré aucun papier que voici pour le président de la République dit de rentrer. Je vais vous dire une chose, l'administration ne fonctionne pas avec les associations. C'est quand même le préfet d'une CAM qui vous... Oui, mais j'en viens, je vais vous dire. Moi, je suis président en même temps, avec ma casquette de chef de village, je suis président de la plus grande association banane, dans le sens de celle qui lutte pour la préservation des droits des Banens, peu importe. C'est-à-dire une association communautaire. Et nous nous sommes adressés en 2020 au président au Minepat. On avait sollicité le Minepat par rapport au problème qu'on avait eu, parce qu'il y avait eu un premier décret qui classait nos forêts là, et le décret a été retiré. Et on a souhaité être accompagné par un outil comme celui-ci. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est un outil de l'administration de notre pays, c'est un outil du Minepat, et nous avons sollicité avoir un plan d'aménagement, un plan local d'aménagement pour un développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que l'État du Cameroun, à travers des instruments dont il dispose, pouvait venir sur le terrain, faire des études et voir qu'à cet endroit, on peut mener telle activité, à cet autre, on peut mener telle activité. Et comme il est question d'exploitation forestière, peut-être qu'à tel endroit, il y a peut-être moyen de faire une exploitation forestière. Nous avons sollicité. Le MINESPA nous a répondu favorablement dans le sens que le MINESPA nous a envoyé 2 de ses directeurs, dont le directeur du cadastre du MINESPA, qui était venu à Douala nous rencontrer. Sauf qu'ils nous ont dit que l'État ne fonctionne pas avec les associations, l'État fonctionne avec les CTD, les collectivités territoriales décentralisées. Et qu'il fallait donc que le maire de Yingui s'engage pour que, puisqu'il y avait déjà des moyens qui se mettaient en place, et on devait être ce projet ne manquait pas de moyens pour être financé, pour faire donc ce plan d'aménagement. Malheureusement, le maire de Yingui, tout comme le député que vous avez tout à l'heure, sont ensemble dans le cadre de cette exploitation forestière qui est programmée. Donc, pour lui, demander un plan d'aménagement, il n'en a jamais voulu, il n'a pas voulu. Donc, c'est pour dire que nous étions les premiers à solliciter le gouvernement camerounais pour faire ce plan d'aménagement en 2020. On nous a dit qu'on ne fonctionne pas avec les associations. Comment voulez-vous que 3 ans plus tard, une association sollicite le président de la République pour dire que elle veut rentrer et que le président a accédé à cette doléance? Vous voyez un peu. Quand c'est dit par une haute autorité comme un préfet, moi je ne veux pas porter des jugements. C'est-à-dire que l'État du Cameroun ne fonctionne pas avec les associations. C'est que l'État du Cameroun ne peut pas donner quitus ou bien accorder une doléance pour dire que le président va rentrer. La preuve, c'est qu'on ne nous a rien présenté. Plus grave, en fait, c'est que le 27 avril, donc un mois auparavant, jour pour jour, le décret qui avait été annulé en 2020 avait été remis sur la table. Dans quelles conditions, on n'en sait rien. Alors que pour faire une UFA, il y a une procédure. Le décret était déjà signé. Vous pouvez regarder dans la chemise. Oui. Donc le 27 avril, oui, après ça, juste après ça, vous voyez donc, le 27 avril 2023. Voilà, 2023. Donc il y a eu signature d'un autre décret. Et ce décret, tenez-vous tranquille, on l'a maintenu. Vous voyez pourquoi je dis que c'est n'importe quelle incongruité. C'est qu'on l'a mené, on l'a caché, on ne l'a jamais dévoilé, on ne l'a jamais présenté. Et quand vous allez à la fin, c'est dit que ça doit être publié par voie d'urgence dans les canaux tels que le journal officiel et tout. Jamais nous avons fouillé partout, nulle trace de ces décrets.
Donc le Premier ministre signe un décret et il est invisible. Nous sommes le 27 avril. Le préfet nous convoque le 25. Le 25, on nous dit que non, le président a accepté que vous allez rentrer chez vous et vous serez accompagné par une exploitation. On lui a demandé quelle exploitation forestière. Il dit oui. On dit c'est une IFA. Il dit je ne sais pas. Non, mais ça fait rire, hein, mais ça ne fait pas rire parce qu'il s'agit de la vie des gens. Vous comprenez? Il s'agit de la vie d'une communauté. Vous voyez? Donc, ils savaient qu'il y avait une IFA. Mais comme ils savent que les Banais sont réticents, les Banais ne veulent pas d'une IFA dans la forêt des bords. Nous ne sommes pas contre les mesures de l'État. Nous ne sommes pas contre l'exploitation forestière. Encore faut-il qu'il y ait soit une exploitation forestière durable, qui obéisse à certains canaux. Mais nous sommes contre l'IFA parce que cette zone dont on parle, ce sont les villages des gens qui avaient été déguerpis. Voici. Mais pourquoi est-ce que l'UFA serait une mauvaise chose pour les bananes? Non, on peut pas venir, quelqu'un ne peut pas venir construire sa maison chez vous. C'est-à-dire, ce sont les villages dans lesquels nous habitions. Voici l'arrêté. C'est quand même l'État qui décide que ça soit l'UFA. Ce n'est pas un individu, en fait. Oui, mais même l'État doit obéir à une certaine loi, c'est-à-dire à une certaine procédure. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand l'État veut le faire, l'État dit bon. Le ministre donne ce qu'on a fait les navires au public. Vous avez la chemise reliée, là, vous avez tout dedans. Hein. Donc, non, cette autre-là. Non, celle-là. Oui. Voilà. Donc, ça commence par un navire au public. C'est-à-dire, on dit, bon, le ministre des Forêts lance un navire. Ce qui avait été fait en 2020. Donc, il y a pour que tout le monde soit informé que l'État a envie de prendre cette portion de forêt pour en faire une UFA. Et quels sont les désirs? Qu'est-ce que les gens disent? Êtes-vous d'accord ou pas? Chacun doit pouvoir s'exprimer sur ça. Et ça n'a jamais été le cas. Ça n'a pas été fait. On rappelle que UFA signifie Unité forestière d'aménagement. Oui, oui. Et lorsqu'on parle d'aménagement, c'est tenter de viabiliser un secteur ou pas, en fait? C'est-à-dire qu'au regard de Banin, c'est quoi, en fait? Oui, c'est-à-dire... L'UFA devient un problème réel à quel niveau? Non, c'est-à-dire, l'UFA, c'est-à-dire, quand on dit aménagement, c'est-à-dire que l'État prend aménage, c'est-à-dire que on peut l'aménager sur une forme d'exploitation forestière, c'est-à-dire forêt de production. Ça peut être pour une protection de la biodiversité, c'est-à-dire l'État peut déjà faire un parc, n'importe quoi. Voilà pourquoi on parle d'aménagement. On aménage ça sous forme de parc, on aménage ça sous forme d'exploitation forestière, on aménage ça comme peut-être une zone de loisirs, c'est-à-dire l'écotourisme, ce genre de choses. Et ça, c'est pas votre affaire, ou bien? Non, c'est pas ce que nous disons. C'est-à-dire que l'UFA, ça veut dire le problème ici, c'est que il y a avant de faire une UFA, l'État doit prendre cet espace, l'incorporer dans son domaine privé. Et ça lui donne accès à un titre foncier. Voilà. Et donc, ça, c'est dans la loi forestière. Vous l'avez ici, hein, c'est-à-dire le classement de cette portion de forêt donne droit à un titre foncier à l'État, des titres fonciers non de l'État. Donc, ça rentre dans son domaine privé. Or, cet espace, ce sont des anciens villages. Ce n'est pas une forêt banale. C'est ce que nous tuons à dire. C'est les anciens villages qui ont été déguerpis. Voici l'arrêté du préfet d'une camp de repos, qui ont été déguerpis. Parce qu'il y avait le maquis, il y avait donc cette lutte à main. On dit, bon, vraiment, c'est une zone interdite, on ne veut plus personne. Allez, on nous a regroupés. Et du coup, vous souhaitez quoi? Parce que bientôt, on va conclure. Oui, non, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est aussi simple. Il y a un outil qui est là. Nous nous basons sur... Qui s'appelle guide méthodologique d'élaboration des plans locaux d'aménagement et de développement durable du territoire. C'est fait par qui? C'est vous qui devez mettre. En fait, le ministère de l'économie. Non, le ministère de l'économie. Donc, ça veut dire que l'État a les moyens pour nous accompagner. Et c'est voilà l'accompagnement que nous demandons. Un plan local d'aménagement du territoire. Parce que quand on parle d'aménagement, quand vous allez dans il y a deux types d'aménagement. Il y a l'aménagement du territoire, qui est donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va affecter, quelle portion de forêt, d'espace qu'on va affecter à telle activité. Et il y a ce qu'on appelle plan d'aménagement forestier. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, de l'UFA, quand on a accordé une UFA, c'est-à-dire que le concessionnaire est tenu, que ce soit avec l'administration forestière, pour dire comment il va exploiter cette forêt pendant 30 ans, parce que la durée d'exploitation est de 30 ans. Là, c'est le plan d'aménagement forestier. Parce que très souvent, quand les gens vous parlent du plan d'aménagement, ils ne vont pas loin, ils s'arrêtent là. Mais ils ne veulent pas vous préciser que dans le cas du décret, il s'agit d'un plan d'aménagement forestier. Ça, le forestier va dire, bon, je vais prendre cette portion-ci, ou peut-être l'année prochaine, je vais prendre là, je vais ouvrir une route ici pour pouvoir faire... Bon, c'est ça l'aménagement. La population n'est à droit à rien. C'est l'État, c'est le MINFOF et Aujourd'hui, il faudrait que la population soit prise en compte.
La population ne veut pas que les terres ancestrales rentrent dans le domaine privé de l'État. C'est le message qu'on doit retenir. Voilà le message qu'on doit retenir. Et la population demande que l'État nous accompagne à travers un plan local d'aménagement du territoire. À partir de là, on pourra très facilement savoir s'il y a matière à faire d'exploitation, s'il y a matière à faire n'importe quoi. Donc, pour revenir au reportage, parce que je ne sais pas si je suis long, pour revenir au répertoire, voilà, pour revenir au reportage, c'est pour dire que bon, c'est une forme d'infantilisation. D'accord. On essaie d'infantiliser la population. En tout cas, merci beaucoup. Le message, il est passé. Yetina Victor était donc l'invité de ce programme, la rétro. Rapidement, un dernier mot et on va se dire au revoir. Bon. Un dernier mot, c'est que je m'adresse à l'administration du Cameroun. Les bananes de la forêt des bords ne sont pas contents en ce moment. Ils ne sont pas contents du décret qui a été signé le 27 avril 2023 et qui va donc incorporer les terres dans le domaine privé de l'État pour la simple raison que ce sont nos terres ancestrales. On a aussi droit à avoir des villages. Nous avons été les premiers déplacés internes de ce pays. Nous ne voulons pas devenir apatrides. Le décret dit... On vous a compris. Merci beaucoup, Majesté. C'était un plaisir de vous avoir ici. Merci à tous d'avoir regardé ce programme. On se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir à vous. Merci.